À tous, quel sentiment étrange que celui d'un subtil mélange entre satisfaction et méfiance. C'est le sentiment de nombreux Algériens depuis samedi dernier. Jour d'un coup de théâtre, Saïd Bouteflika, le frère cadet et puissant ex-conseiller du président algérien déchu, a été arrêté. Avec lui, le général Mohamed Medienne, dit Taoufik, patron des services secrets d'Algérie durant 25 ans. Issa Drebrab également, homme d'affaires puissant en Algérie, qui était allé rencontrer Emmanuel Macron au mois de mars dernier. Alors, véritable opération main propre ou chasse aux sorcières orchestrée par Gaïd Salah? Quelle suite à présent? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Jawad Khalodi, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes le président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Hafid Boutaleb également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Expert en relations internationales, membre de l'IMRI. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de l'Afrique du Sud. Pas de surprise, l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994, arrive en tête des législatives. Premier test électoral réussi donc pour le président Cyril Ramaphosa, qui va entrer officiellement en fonction malgré des affaires de corruption au sein de son parti. L'ANC qui est crédité d'un peu plus de 54% des suffrages après dépouillement d'une bonne partie des bureaux de vote. Quel impact sur la politique sud-africaine et sur les relations avec le Maroc? C'est ce que nous verrons à partir de 10h45. Vos réactions, vos questions comme d'habitude sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Opération main propre ou chasse aux sorcières, Hafid Boutaleb, dans cette purge qui a été orchestrée le week-end dernier avec l'arrestation emblématique de Saïd Bouteflika? C'est compliqué de dire si c'est une opération main propre ou une chasse aux sorcières, puisque les personnes qui ont été arrêtées, qui sont des hommes d'affaires et des anciens caciques du régime, ne sont pas tous du même bord. Ils n'étaient pas tous des pro-Bouteflika. Je prends l'exemple que vous avez mentionné, Issa Drebrab, qui a longtemps pointé du doigt les dysfonctionnements du système de Bouteflika, qui a lui-même manifesté lors des premières manifestations. On sait que c'est un milliardaire, mais qui est sorti manifester avec le peuple dans les rues à Alger, drapé d'un drapeau algérien, qui a appelé à la démission donc du chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Blaise Bouteflika. Actionnaire de Liberté et d'El Radrar. Hein. Oui, et puis surtout patron de Cevital, cette première entreprise privée en Algérie qui emploie des dizaines de milliers d'Algériens et qui réalise un chiffre d'affaires important à l'export dans un pays où l'export est principalement dominé par des hydrocarbures. Donc il est vu et ça par les Algériens comme étant une des exceptions positives du système en Algérie, puisqu'il crée de la richesse et longtemps il a pointé du doigt cet homme-là les dysfonctionnements, puisque on lui a pas toujours ouvert les portes, on lui a souvent bloqué ses projets, et finalement aujourd'hui il est en train de payer lui autant que les autres qui étaient à fond derrière le système. Je parle de Saïd Bouteflika, le frère du président Aziz Bouteflika, et puis surtout de Tchofer et des autres. Et finalement, on se pose la question, il n'y a pas de cohérence dans cette chasse aux sorcières. Il n'y a pas une trame qui peut réellement éclairer même le citoyen algérien se pose la question. Jawad Khalodi, opération main propre, vous alors ou Moi, je dirais peut-être un règlement de compte, parce qu'il faut se rappeler que Gaïd Salah avait menacé notamment Mohamed Medienne et Taktak de comploter contre l'État. Atman Tartak, donc l'ex-coordinateur des services de renseignement. Merci, Hassan Tartak. Et donc c'était les trois, le trio. Et donc, je pense que Gaïd Salah a voulu, si vous voulez, les mettre hors jeu. Et c'est pour cela qu'il les a fait arrêter. Donc, pour moi, c'est plutôt un règlement de compte. Alors maintenant, et c'est la question certainement que vous allez nous poser, c'est qu'est-ce qui va se passer? Oui. Et je vous cache pas que c'est très difficile parce que les événements vont tellement vite. Mais en résumé, moi, je pourrais résumer la situation entre un bras de fer entre les manifestants qui demandent donc des institutions de transition ad hoc, qui ne veulent pas des élections du 4 juillet et qui veulent le limogeage de Abdelkader Ben Salah et Nourdine Bidouissa. C'est le côté manifestant. Le côté armé
c'est Gaïd Salah, maintenant c'est lui le patron, eh bien lui il dit il faut respecter la Constitution, donc pas d'institution de transition, et il maintient les élections du 4 juillet. Donc on est un petit peu devant ce dilemme, et je pense que les prochaines semaines vont nous montrer dans quelle direction ça va aller. Oui, Afil Boutaleb, on voit deux clans qui commencent à s'opposer, commencent à se former de plus en plus. Pour l'instant, toujours pas le leader du côté de la contestation populaire. C'est dommage. Il en faudrait un pourtant pour tenter de jouer peut-être l'intermédiaire ou l'apaisement. Oui, il faut quand même que la contestation populaire s'organise. On voit quand même qu'il y a des leaders qui commencent à émerger. Pour prendre l'exemple au Soudan, la contestation a fait émerger des leaders. Donc c'est un exemple que pourraient suivre les Algériens. Aujourd'hui, il y a quand même des leaders. Je vous ai dit, il y a Karim Tabou, qui est un ancien premier secrétaire ou secrétaire général du Front des Forces Socialistes, qui est le parti d'opposition historique en Algérie. Il y a Moustapha Bouchachi, qui est un avocat reconnu et respecté par beaucoup de manifestants, la plupart, qui sort aussi manifester régulièrement. Il y a cette figure, Louisa Hanoun, qui était très proche du régime et puis qui a retourné sa veste aujourd'hui, mais qui quand même est très audacieuse dans ses déclarations. Et il y a le mouvement pour la paix, qui est donc l'équivalent du parti islamiste en Algérie, et qui reste aussi très présent dans la contestation et qu'on se considère très légitime aussi. Donc ces quatre voix qui s'élèvent, peut-être peuvent-ils constituer des porte-paroles de la contestation. Ceci dit, il n'y a pas d'unification pour l'instant. Non, voilà, c'est ça le problème. Il y a eu des tentatives de réunion. Oui, même avant les élections, même avant même la contestation, l'opposition s'était réunie à plusieurs reprises pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse incarner cette opposition donc unifiée, mais malheureusement il n'y a personne qui est sorti du lot. Mais on sait aussi qu'il y a des chamailleries politico-politiciennes derrière, qui malheureusement ne prennent pas en compte ce formidable élan du peuple algérien. Mais ce qu'on pourrait espérer, effectivement, c'est d'avoir au moins une plateforme commune qui puisse unifier toute cette contestation face à ce pouvoir nouveau qui est incarné par Gaïd Salah, et qui est quand même un pouvoir militaire et qui ne correspond pas du tout aux espoirs soulevés par la contestation en Algérie. Gaïd Salah qui avait brandi le spectre d'un complot ourdi par des puissances étrangères il y a quelques jours. Ça c'est classique, je crois. Oui, classique. Dès qu'il y a quelque chose, il y a toujours. C'est vrai que les puissances étrangères s'intéressent à la Libye. C'est un pays pétrolier, c'est un pays stratégiquement bien situé, et donc c'est tout à fait normal que alors notamment les États-Unis semblent soutenir Gaïd Salah. La France n'ose pas trop se prononcer vu si vous voulez, les relations historiques entre les deux pays. Mais est-ce que vous pensez justement que quand Gaïd Salah a sorti cette phrase-là, il pensait notamment à Issad Rebrab, qui s'était rendu au mois de mars dernier voir Emmanuel Macron et qui lui a proposé, en tout cas, la piste d'une présidence collégiale en Algérie pour pouvoir tempérer cette contestation? La France, ce qu'elle souhaite, c'est qu'il y ait une solution. Par exemple, hier, le 8 mai, le ministre des Affaires étrangères français a dit, suite à une question au Parlement, moi je souhaite qu'il y ait des élections le 4 juillet qui se passent évidemment dans les meilleures conditions d'honnêteté, de transparence, etc. Moi je crois que la France, ce qu'elle cherche, c'est qu'il y ait une solution, parce que sa crainte, et celle du Maroc aussi, c'est que si ça explose en Algérie, on va avoir des réfugiés qui vont venir en masse. Donc il faut trouver une solution. Moi je pense à une solution. Oui, dites-nous. C'est notre objectif. Puisque, comme a dit mon ami Hafed, il est très difficile, et vous-même, très difficile de trouver des représentants des manifestants, pourquoi Gaïd Salah ne crée pas une commission vraiment indépendante des élections, vraiment indépendante, et qu'on fasse des élections, et que suite à ces élections, on verra ce que le peuple veut
et on verra les personnes émerger. Moi, je pense que c'est une formule qui pourrait peut-être régler la question, parce que comme vous l'avez dit tous les deux, il y a personne qui émerge. Je vois pas comment. C'est chaotique. Même les institutions de transition, comment les constituer, avec qui, etc. C'est très 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 difficile. Alors que cette solution a l'avantage de la démocratie. Et de faire émerger donc les personnes, mais j'insiste, il faut que les manifestants aient toutes les garanties d'indépendance et d'honnêteté de cette commission donc indépendante. Hafid Boutaleb. Mais effectivement, c'est là où il y a un souci, c'est comment présenter toutes ces garanties d'indépendance. Qui va venir dire réellement que des élections peuvent se dérouler en toute transparence en Algérie après 57 ans de fraude répétée lors des différents scrutins électoraux qui ont eu lieu en Algérie. On sait que le peuple aujourd'hui, quand il sort dans la rue, il est quand même animé d'un grand enthousiasme, mais aussi d'une sorte de nihilisme. Il veut vraiment faire table rase. Bon, ça, c'est quand même un peu inquiétant, puisque on sait que quand même un pays qui fait table rase, souvent le prix à payer est très cher. Et d'ailleurs, faut le dire, ce qui se passe en Algérie a un prix, a un coût. Et ce qui va, les prochains mois, prochaines années, ce sera difficile, hein, de revenir sur terre. Le réveil va être difficile. Il va y avoir une forte gueule de bois. Et moi, je pronostique personnellement que beaucoup de corporations, de partis, de secteurs de l'économie algérienne, publique et privée, vont vouloir avoir un gain de cette mobilisation. Donc, le pays va être paralysé par plusieurs grèves, encore par plusieurs manifestations. Tout cela va durer très longtemps. Donc, il faut absolument qu'il y ait effectivement un leadership qui émerge. Malheureusement, Khaït Saleh, l'armée algérienne est une institution importante même pour la région. On n'a pas intérêt, même en tant que Marocain et au Maroc, d'un point de vue géostratégique, à ce que l'armée algérienne s'écroule. Donc il faut quand même qu'il reste cette institution, mais il faut que cette institution peut-être aussi commence à réfléchir à une réelle sortie qui soit crédible pour les manifestants. Et la figure de Khaït Saleh n'est pas très crédible quand même, hein. Il ne dégage pas non plus, vous savez comment il est surnommé, Sergent Garcia, ouais. GS. Parce que Khaït Saleh, donc c'est pas très, c'est pas très flatteur. C'est pas très flatteur, et puis il n'incarne pas l'image du démocrate. C'est pas ça, hein, c'est pas l'image qu'on se fait d'un démocrate. Donc, mais quand même, peut-être qu'il peut gagner à essayer de trouver une issue qui soit crédible. Mais il me semble quand même que les élections du 4 juillet sont très compromises, puisque il reste moins que 2 mois. Est-ce que dans ces 2 mois, un parti va réussir à s'organiser pour capter l'électorat? Est-ce qu'il y aura un leader qui va émerger? Est-ce que d'ici 4 mois, on sait qu'il y a plusieurs élus qui font défection, qui ne veulent pas organiser ces élections? Les manifestants sont toujours dans la rue. C'est pas sérieux de vouloir maintenir cette élection. Il faut quand même vraiment peut-être entamer une réflexion plus sérieuse au niveau de l'état-major. La suite des Décodeurs Atlantiques, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Hafid Boutaleb, expert en relations internationales, membre de l'IMRI. Rebonjour. Rebonjour. Jawed Kadoudi, président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Rebonjour. Rebonjour Landry. On continue à parler de l'Algérie avec ces purges qui ont donc eu lieu ces dernières semaines, et principalement samedi dernier avec l'arrestation emblématique de Saïd Bouteflika, le frère cadet et puissant ex-conseiller du président algérien déchu. Il y a eu l'arrestation également du général Mohamed Medienne, dit Taoufik, le patron des services secret d'Algérie durant 25 ans. L'arrestation également de Issad Rebrab, puissant homme d'affaires, hein, premier investisseur privé d'Algérie, et qui était allé rencontrer donc Emmanuel Macron en mars dernier pour recommander une présidence collégiale. Vous êtes inquiets tous les deux sur les suites de ce mouvement de contestation. Il y a une élection présidentielle dans un peu moins de 2 mois, dans 1 mois et demi précisément, c'est le 4 juillet prochain. Quid de ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut s'attendre à une candidature de Gaïd Salah ou pas du coup? Je reviens, si vous permettez, à mon idée de commission indépendante. Oui. Bien sûr, Hafid a raison, il faut des garanties. Alors,
pourquoi indépendante pour préparer ces élections. Pour être sûr que, parce que maintenant les manifestants, ce qu'ils ont peur, c'est que ça se passe comme avant, avec les fraudes, etc. Et effectivement, ils ont raison. Alors, une idée aussi, et pourquoi ne pas confier ou demander le concours technique, par exemple, de l'ONU. L'ONU étant une organisation internationale neutre et qui a une expérience effectivement au niveau des élections, je sais que ça sera difficile et que effectivement ils voudront pas, mais il faut trouver une solution. Moi je trouve c'est poser les bases d'une crédibilité. Voilà, l'ONU vient avec ses experts et puis détermine tout le processus électoral sous sa supervision. Je pense que ça a été déjà fait dans certains pays. Et alors là, et je vois que vous êtes réticent, vous avez raison. Est-ce que d'abord Gaïd Salah acceptera? C'est ça le problème. Et est-ce que même les manifestants accepteront? Donc c'est effectivement une proposition très difficile, mais il faut réfléchir parce que maintenant la date du 4 juillet, il n'est pas nécessaire de la garder le 4 juillet, on pourrait la reporter de quelques mois, le temps de... Elle pourrait être reportée aussi, selon vous? Et le problème, c'est que la date du 4 juillet, elle vient du fait que une fois le président qui démissionne, le président du Sénat est investi à la présidence provisoire. Et il y a un délai de 90 jours. Voilà, il a un délai de 100 jours plutôt. 100 jours ou 90 jours. Alors, c'est comme ça que la date du 4 juillet a été fixée. 4 juillet, c'est 4 jours avant la fin de ce mandat intérimaire. Et aujourd'hui, il y a deux scénarios en fait. Il y a soit le scénario premier, où cette date est maintenue. Et donc on peut pas la déplacer puisqu'il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour remplacer un nouveau président intérimaire. Et c'est compliqué parce que c'est pas prévu par la Constitution. Il y a un vide constitutionnel. Donc elle est maintenue malgré la pression de la rue et de l'opposition. Et il y a des candidats, peut-être Gaïd Salah, peut-être. Et c'est les mêmes organismes qui ont fait toutes les dernières élections pendant des années, des décennies, qui ont fait passer Bouteflika à 80% ou 85% en 2014, qui allaient le faire repasser en 2019. Ce qui pose problème à Jawad Kaddouni. Voilà, et ça qui pose problème à tout le monde, puisque c'est la même. Bien sûr. Et c'est ce que dit le peuple algérien. Comment les mêmes qui ont truqué, qui ont trafiqué les élections pendant des décennies vont aujourd'hui assurer une élection du jour au lendemain être transparente. Donc, il y a un nouveau président qui est élu, et là, ce nouveau président, il va invoquer la légalité et peut-être faire du rentre-dedans sévère, très dur, auprès contre les manifestants, et faire avorter complètement ce début de révolution en Algérie et remettre toutes les choses à la case départ, et ensuite commencer à se considérer comme étant l'héritier légitime de cette révolution. Donc ce nouveau président, ça serait peut-être lui ou un homme de paille. Et ça, ce serait un peu le scénario cauchemardesque pour le peuple algérien. Alors, ça paraît un peu aussi difficile, étant donné encore la force de cette contestation qui est toujours dans la rue. Le scénario numéro 2, c'est qu'on annule les élections du 4 juillet. Alors si les élections du 4 juillet sont annulées, le président par intérim qui fait partie de ces 2 B, au départ les 3 B, Belaïz, le président constitutionnel qui a démissionné, maintenant il ne reste plus que les 2 B, Ben Saleh et Bedoui, le président intérimaire et le premier ministre. Donc, si ils annulent l'élection du 4 juillet, le président intérimaire n'a plus de raison de rester, surtout qu'il est contesté par la rue. Donc il démissionne. Le premier ministre qui démissionne le suit aussi, puisque les 2 présidents ont démissionné de son gouvernement. Son gouvernement a du mal à étouffer la contestation. Et ensuite, encore rebelote, un mouvement de chaises musicales, et puis le départ de Gaïd Salah qui sera forcé peut-être lui aussi à suivre. Et là c'est le néant. Et donc lui il sait très bien, et là c'est le néant, et c'est le vide constitutionnel qui n'arrête pas de pointer du doigt, je voulais dire un jeu de domino
hein, et un qui emporte l'autre, et puis Qaïd Salah à la fin qui a emporté lui-même. Et donc là, c'est dangereux pour lui, c'est dangereux aussi quand même pour la situation du peuple algérien, surtout que le pétrole n'est pas très élevé, même s'il a connu un rebond. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, c'est ça les deux scénarios, et les deux ne sont pas très intéressants. Très très compliqué, Jawed Khadouni. Bon, c'est pour cela que moi je reviens à ma commission indépendante. Mais il faudrait qu'elle soit peut-être appuyée par des pays Les étrangers. Algériens n'accepteraient pas, Voilà. même dans la rue. Même la rue Le problème, algérienne. effectivement, c'est l'acceptation. C'est ça. Même la rue n'accepterait pas. Hein. Hein, Même la rue n'accepterait pas. Bon, peut-être l'armée, s'il y a des garanties vraiment importantes, peut-être qu'elle accepterait en espérant que les élections se passeront démocratiquement et que vont émerger, moi c'est ce problème-là, faire émerger des personnalités pour prendre le pouvoir. En tout cas, des élections ont eu lieu en Afrique du Sud, on va en parler. Afrique du Sud, Algérie, deux pays aux mains liées. L'ANC au pouvoir toujours et qui confirme encore une fois sa percée, son maintien au pouvoir depuis 1994. On en parle juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de gueule. Jawed Khadouni, un coup de cœur, un coup de gueule ce matin? Alors ce matin, un coup de gueule, c'est l'offensive du maréchal, entre guillemets, Khalifa Haftar contre Tripoli le 4 avril, qui a déjà fait 30 000 déplacés, plus de 1000 blessés, des centaines de morts. Et donc, pourquoi un coup de gueule? Parce que ce maréchal, ou ce militaire, avait participé à plusieurs réunions. Je rappelle la conférence de Srerat, qui a eu lieu le 17 décembre 2015. Il y a eu le président Macron qui a reçu les deux. Donc Haftar, s'il est venu, c'est pour trouver une solution. Il y a eu des réunions aussi à Abu Dhabi. Et surtout, il était prévu une réunion le 14 avril de l'ONU pour trouver une solution. Et il le fait. Alors, ça montre un petit peu la faiblesse de l'ONU. Il fait son offensive le jour où Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, était en Libye. Ça, c'est quand même un peu trop. Donc, c'est un monsieur qui ne respecte pas ses engagements. Et comme tout militaire, malheureusement, dans ces pays arabes, comme tout militaire, il veut avoir le pouvoir et pour lui tout seul. Soutenu par Donald Trump. Alors, et à côté, il y a Emmanuel Macron qui soutient Al-Sarraj, le chef du gouvernement libyen d'Union nationale. Alors, on avait dit que la France soutenait Haftar, mais finalement, je pense que on appelle carrément à cesser le feu sans condition. A confirmé qu'il ne le soutient pas. Alors, je rappelle pour terminer que Sarraj a fait une visite donc en Italie, en Allemagne et en France pour obtenir des soutiens. Hafid Boutaleb, un coup de gueule, un coup de cœur? Oui, rapidement, Sarraj qui quand même est beaucoup plus crédible comme chef d'État et chef de l'exécutif qu'un général, enfin un maréchal autoproclamé qui mène effectivement des raids militaires sanglants. Alors, coup de gueule, oui, sur les élections municipales en Turquie qui ont vu donc un recul de l'AKP, mais au lieu d'accepter ce recul, d'en tirer les conséquences, on voit qu'il y a eu une querelle sur les résultats à Istanbul, qui est le fief de l'AKP depuis 25 ans. Et malgré un électorat, malgré une mobilisation très forte pour le candidat d'opposition du parti républicain, la commission électorale a demandé un recompte des votes. Et ensuite, qui a abouti à aujourd'hui à faire reprendre l'élection. Donc il y aura une nouvelle élection à Istanbul. C'est dommage parce que on sait que ce régime en Turquie, qui a longtemps quand même été beaucoup plus démocratique que dans les pays arabes et aussi laïque, c'est dommage d'en arriver là. Il faut quand même préserver ses acquis qui sont très forts plutôt que de penser avoir une logique de partisane. Donc on espère quand même un sursaut de la démocratie en Turquie pour que ce pays quand même reste quand même une puissance démocratique au milieu de plein de puissances quand même autoritaires, l'Iran, l'Irak, la Syrie. Donc il faut quand même que ça tire ces pays vers la démocratie plutôt que l'inverse.